Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie, place à 64 débats. Ce soir, on parle de ce procès hors norme aux États-Unis, celui du groupe Meta, accusé d'avoir rendu les adolescents accros à Facebook et Instagram, tout en niant la réalité des dangers que cela a entraîné. Plusieurs États américains lui réclament près de 200 milliards de dollars et une refonte de ces applications. Alors, entrons-nous dans une nouvelle ère pour les réseaux sociaux? On en débat avec nos invités ce soir. Raphaël Molina, tout d'abord, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit numérique. En ligne également avec nous, Jean-Loup Fourquet, journaliste, co-auteur du livre La dictature des algorithmes. C'est sorti aux éditions Talendier. Et également avec nous pour ce débat, Jean Catan, docteur en droit public. Vous êtes ex-secrétaire général du Conseil national du numérique. Et vous avez sorti Nous sommes les réseaux sociaux aux éditions Odile Jacob. Bienvenue à vous trois, messieurs. Avant d'en parler ensemble, voyons ce qui est exactement reproché à Meta. Retour sur ce procès historique avec Timothée Marouzet. Pour Meta, c'est un feuilleton judiciaire sans fin. Chaque semaine, une nouvelle condamnation et un dossier qui s'allonge. Mais le procès dont les premières plaidoiries commencent ce mardi en Californie est déjà historique. 29 États l'accusent d'avoir rendu Facebook et Instagram addictifs pour les mineurs. Ce qu'il reproche à Meta, c'est « Vous étiez au courant de certaines choses concernant vos produits, notamment sur l'influence d'Instagram et de Facebook sur les jeunes et de leur tendance à interagir compulsivement en ligne. Vous avez tenu des propos publics pour minimiser les risques, alors que vous saviez pertinemment en interne qu'ils étaient considérables. » Trois principaux éléments seront défendus par les États devant le jury. Meta a doté ses plateformes de fonctionnalités addictives, le public a été trompé sur les dangers et les données d'enfants mineurs ont été collectées sans le consentement parental. Leur souhait, voir les réglages les plus protecteurs imposés obligatoirement aux moins de 18 ans. L'amende, elle, promet d'être historique, 200 milliards de dollars en tout. C'est l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires pour Meta, plus de 3 fois son bénéfice annuel. De quoi sérieusement fragiliser le groupe. Aux États-Unis, dans les années 90, nous avons connu de nombreux procès majeurs contre l'industrie du tabac. Avec Meta, l'ampleur est la même. Toute personne susceptible d'avoir subi un préjudice à cause de ces applications peut potentiellement engager une action contre Meta. Et cela représente donc des milliers, voire des millions de plaintes potentielles. Et d'autres États encore pourraient porter plainte. De son côté, Meta réfute toutes ces accusations et se défend en rappelant qu'en 2024, le groupe avait mis en place des comptes adolescents spécialement adaptés pour les mineurs. Trop tard et trop peu efficaces, répondent les États. Et donc ce mardi, on rentre dans le cœur du débat, place aux plaidoiries. Raphaël Molina, Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, joue gros, comme on vient de le voir. D'autant, on le rappelle, qu'elle a déjà perdu ses 2 précédents procès avec des amendes atteignant plusieurs centaines de millions de dollars. Ça pourrait donc de nouveau être le cas cette fois-ci. Alors oui, alors là, la potentialité des dommages et intérêts qui pourraient être versés pourrait être vraiment très important. Il y a quand même 4 États qui ont porté cette affaire devant donc une juridiction fédérale en Californie. Il y a un vrai risque effectivement pour Meta cette fois-ci, un risque d'une jurisprudence plus large qui pourrait remettre en cause ces algorithmes, sa manière dont les utilisateurs de moins de 13 ans et même mineurs peuvent interagir avec son application. Donc oui, la société joue gros à partir d'aujourd'hui. Là, on parle d'une amende qui pourrait atteindre 200 milliards de dollars. Oui, c'est ça. On a même parlé certaines fois de 1400 milliards de dollars. C'est à peu près la capitalisation boursière de Meta. Oui. On s'approche plutôt de l'éventualité de 200 milliards de dollars. Alors, c'est déjà une énorme amende. C'est ça, c'est extrêmement théorique. 1400 milliards, c'est plus un chiffre qui a été avancé par Meta, c'est ça, pour faire peur. En réalité, on est plus aux alentours de entre 190 et 200 milliards de dollars qui pourraient devoir être versés par Meta. Jean-Loup Fourquet, on l'a vu dans le sujet, et puis Raphaël Molina vient de nous le rappeler. Si Meta perd cet énorme procès historique, effectivement, il pourrait y avoir jurisprudence et on pourrait imaginer d'autres États ou même des individus vouloir à nouveau envoyer Meta devant la justice. Et c'est ça le gros risque pour l'entreprise de Mark Zuckerberg ? Oui, c'est le gros risque pour l'entreprise de Zuckerberg et pour d'ailleurs les autres entreprises, parce que pour nous, à Tournesol, l'association que je représente,
On est un peu persuadé et on aimerait que ce moment soit un moment symbolique, exactement comme M. Molina vient de le dire, c'est l'exemple du tabac dans les années 90, où en gros, à partir du moment où il y a eu ces procès en 98, et d'ailleurs le montant est le même, hein, j'ai regardé tout à l'heure, 206 milliards de dollars, c'est l'amende sur 25 ans à laquelle a été condamné les entreprises du tabac. On a eu à ce moment symbolique où potentiellement la société va reprendre un petit peu du pouvoir en parvenant à contraindre, à mettre une amende sur cet environnement numérique que Zuckerberg et Meta représentent très très bien ces dernières années, où en gros ils n'ont été soumis à très peu de régulation et ils ont pu dégrader du coup la santé. C'est sur ça qu'ils sont un peu alpagués là aujourd'hui sur la santé individuelle, notamment des adolescents. Mais plus largement, en fait, c'est des entreprises qui ont des conséquences systémiques sur les individus et sur le débat démocratique. Et là, on espère que c'est le début d'une sorte de retour de bâton contre la dérégulation des big tech. Et c'est vraiment ça, la question symbolique, au-delà des montants, c'est est-ce qu'on est au moment où il va y avoir cette prise de conscience collective qu'on peut faire quelque chose et on doit faire quelque chose pour changer ces univers informationnels dans lesquels les jeunes et les moins jeunes évoluent en permanence. Jean-Loup Fourquet aussi, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que vous disiez à un instant, c'est un peu aussi le principe du pollueur-payeur. On en a beaucoup parlé, effectivement, de cette notion dans les années 80-90. En gros, vous saviez qu'il y avait des risques. Maintenant, vous allez devoir payer. Exactement, et votre reportage l'a bien dit. Et il y a eu un procès en Hollande il n'y a pas longtemps, où justement Meta a été accusé et a été condamné à remettre son algorithme de recommandation chronologique parce qu'on estime que l'algorithme de recommandation classique de la plateforme ou des plateformes, Instagram et Facebook, est opaque pour l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur ne sait pas pourquoi ce qui lui est recommandé et au nom de cette opacité qui a été aussi mentionnée dans votre reportage, on doit à l'utilisateur cette transparence de pourquoi ce qui lui est recommandé. C'est le début on espère, du retour du pouvoir à l'utilisateur. Jean Catan, on a un premier retour de terrain à l'instant de ce qu'a dit la procureure à Meta. Elle accuse Meta d'avoir trompé les enfants dans les utilisations de ces réseaux sociaux. Pour l'instant, donc Jean Catan, on comprend que ça commence à pencher plutôt contre le groupe américain. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment détesté aux États-Unis, hein. C'est ce mensonge aux citoyens, c'est ce mensonge aux consommateurs. Vous saviez, vous n'avez rien fait, pire encore, vous avez dissimulé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental dans l'approche américaine qui peut mener à des sanctions, comme vous l'avez évoqué, très importantes. Mais ces débats et ces procès sont aussi importants pour autre chose. C'est parce qu'on voit des procureurs américains, on voit des juridictions potentiellement s'immiscer dans la construction du service lui-même, c'est-à-dire ordonner au service lui-même, vous allez désactiver les likes pour les mineurs, vous allez faire ceci sur les algorithmes, vous allez faire cela sur les notifications. Et là, on voit un rôle très important se dessiner, et même peut-être encore plus important que les sanctions, c'est-à-dire l'imposition de certaines fonctionnalités, ou au contraire, l'imposition du fait de retirer certaines fonctionnalités de ces services. Et donc, construire, c'est-à-dire assumer un rôle d'architecte de ces services, et donc construire des services qui soient sûrs par défaut. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui nous distingue des procès du tabac, notamment. Jean Catan, donc si je comprends bien, c'est la forme qui est condamnée, pas encore le fond, mais on est à un moment de bascule de l'histoire des réseaux sociaux, selon vous ? Oui, tout à fait. Vraiment, l'année 2026 vraiment illustre cette bascule-là. Et peut-être on peut espérer que finalement la tenaille va se refermer des deux côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire les juridictions américaines qui imposent une très forte pression avec le droit américain sur les réseaux sociaux et l'Union européenne qui continue vraiment son train d'enquête avec l'imposition de remèdes tout à fait structurants, encore une fois, j'y reviens, sur la façon dont ces services fonctionnent. Nous pouvons construire des réseaux sociaux autrement. Ils ne sont pas nécessairement au service d'un modèle économique tout à fait délétère pour l'ensemble de la population. Raphaël Molina, selon vous,
Facebook, Instagram, donc Meta, mais les autres géants de la tech, est-ce qu'ils vont ils vont devoir se conforter justement à ces différentes demandes? En gros, est-ce qu'ils ont le choix? Bien sûr. Pour leur survie financière, tout d'abord. Totalement. C'est clair que les plateformes type TikTok, notamment, c'est celle à laquelle on pense le plus. Il y a une commission d'enquête française qui a rendu récemment son rapport sur la question, qui a bien démontré qu'il y avait un risque considérable pour les mineurs. Et clairement, aujourd'hui, les plateformes ne font pas de contrôle sur l'âge de la personne, de l'utilisateur qui peut accéder à la plateforme. Il y a aussi cette problématique de scroll infini. Il y a aussi la problématique de l'algorithme. On parle de bulle d'enfermement. Exactement, c'est ça. C'est ce qui est reproché surtout, c'est cette bulle d'enfermement dans laquelle l'utilisateur va être plongé et qui peut conduire à des comportements malheureusement suicidaires, on l'a déjà vu, et qui peuvent être effectivement délétères pour les mineurs particulièrement. Comment va se défendre selon vous Facebook, comment va se défendre Instagram? C'est quoi leurs arguments de défense? On sait déjà un petit peu quels vont être les arguments. Ça va être principalement de revenir sur ce statut un peu particulier qu'ont ce type de plateforme aux États-Unis, qui sont vus un peu comme des hébergeurs de contenu. On a un principe équivalent aussi en France qui est, voilà, on est des plateformes sur lesquelles les contenus qui sont partagés par les utilisateurs, nous ne sommes pas responsables des contenus qui sont partagés par les utilisateurs. Ça, c'est historique dans nos juridictions, ça a toujours été comme ça, mais par contre, on voit une évolution, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, effectivement en s'immisçant dans le fonctionnement même de la plateforme qui va beaucoup plus loin qu'un simple fil d'actualité chronologique. Jean-Loup Fourquet, Raphaël Molina nous disait à l'instant effectivement qu'on sent la tendance évoluer, changer. Est-ce que ça veut dire aussi que les GAFAM ne sont plus intouchables, notamment au niveau judiciaire, selon vous? Alors, ils sont plus intouchables, mais il faut voir que justement dans la comparaison avec le tabac, je pense qu'il faut se rendre compte de à quel point aujourd'hui les big tech sont, je pense, bien plus puissantes que ce qu'ont pu être les industries du tabac. Notamment, il y a une recherche là qui est parue cette année qui montre qu'il y a à peu près un tiers des papiers de recherche scientifique sur le numérique et sur les réseaux sociaux ou qui cachent leur conflit d'intérêt avec les mêmes réseaux sociaux. Et en plus, il y a aussi le côté économique. Ça pèse dans le PIB des États-Unis et même dans le PIB mondial bien plus que ce que pesait le tabac à l'époque. Donc, il ne faut pas négliger la capacité que vont avoir les big tech à continuer leur entreprise de lobbying, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Donc, oui, c'est le début de l'impunité et dont Raphaël Molina rappelait qu'il y a cette loi ou en tout cas ce principe que les hébergeurs comme les GAFAM ne sont pas responsables du contenu qu'ils hébergent, sachant que tout le monde a oublié que depuis il y a une éditorialisation algorithmique qui aurait dû les rendre de fait responsables de ceux qu'ils choisissent d'amplifier. Donc oui, on est à la fin de l'impunité totale, mais attention, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles et continuer le travail pour que l'impunité effectivement soit terminée. Jean-Loup Fourquet, on parle donc d'une amende potentielle de 200 milliards de dollars, mais également est prévue dans les sanctions potentielles pour Meta une refonte de ces applications. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'utilisateur? On parlait d'algorithme à l'instant. Est-ce qu'effectivement on va avoir un Facebook ou un Instagram nouvelle génération? À quoi il pourrait ressembler selon vous? Alors, en fait, là, il va y avoir, et je suis sûr que Jean va en parler après, mais il va y avoir deux potentielles directions dans lesquelles il va falloir aller, je pense. La première, c'est l'interopérabilité. Donc, c'est faire en sorte d'imposer aux GAFAM et aux grandes plateformes d'ouvrir leurs plateformes pour que des fonctionnalités telles les algorithmes de recommandation puissent être le fait d'autres entreprises, d'entreprises qui ne soient pas aussi motivées par juste l'appât du gain et la rentabilité à tout prix de leur fonctionnalité. Donc par exemple, vous irez sur Facebook, mais vous pourrez choisir l'algorithme de recommandation de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel fournisseur d'algorithmes de recommandation. On brise le monopole technique de ces plateformes et ça c'est la première chose qu'il va falloir pousser et qu'il faut pousser. La deuxième chose, si je prends une métaphore, aujourd'hui c'est l'équivalent d'avoir un supermarché avec que de la malbouffe.
Okay, les plateformes aujourd'hui, c'est des supermarchés où vous avez que de la malbouffe. Okay, vous avez que des systèmes qui vont mettre en avant les contenus qui ont la plus petite valeur informationnelle. L'interopérabilité dont je viens de parler, c'est un peu comme autoriser des gens à mettre des marques qui sont avec un Nutri-Score un peu meilleur. Mais la question, c'est que si on fait un libre marché, un libre marché des fonctionnalités où chacun va avoir le pouvoir de mettre sa fonctionnalité dans Meta pour qu'on ait accès à des choses avec un meilleur Nutri-Score attentionnel, la question, elle est que le libre marché va quand même pas vaincre la malbouffe. Il faudrait qu'on arrive à pousser, nous, des fonctionnalités où on trouve que ça a un meilleur Nutri-Score informationnel. Donc il y a vraiment ces deux étapes, je pense. Deux étapes, effectivement. Jean-Catan, votre réaction justement à ce que vient de nous dire Jean-Louis Fourquet, vous êtes sur la même ligne que Jean-Louis Fourquet ? Oui, tout à fait. Et puis pour renvoyer la balle à Jean-Loup, parce que je pense que c'est important de mentionner ici le travail de l'association Tournesol, on voit bien qu'avec une recommandation communautaire comme celle qui est développée sur l'application, on arrive à un tout autre environnement informationnel, avec des choses qu'on ne voit jamais sinon. Puisque comme le rappelle très bien la directrice générale d'un très fameux réseau social, ce que nous ne vous proposons pas, vous ne le voyez pas. On vit aujourd'hui dans ce monde où en fait les GAFA nous proposent un contenu qui est uniquement ce qu'ils veulent que nous voyons. Il nous faut absolument sortir de ce monde-là. Et cela passe en effet par une restructuration de ces services, sachant que l'autorité publique, et c'est comme ça dans l'économie européenne, c'est comme ça dans énormément de secteurs régulés, eh bien, a son mot à dire en défense de l'intérêt général. C'est cette étape-là qui est absolument marquante, je pense, dans ces procès, et il faut absolument que l'Union européenne embraye le pas. On a beaucoup débattu de la protection des mineurs aussi en Europe, évidemment, ces dernières semaines. Il faut se souvenir, par exemple, qu'il y a des lignes directrices qui ont été édictées au niveau européen, qui en fait listent tous les critères que nous devons appliquer pour avoir des réseaux sociaux qui sont sûrs par défaut. Nous savons très bien ce qu'il nous faut faire pour obtenir des réseaux qui conviennent à tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les mineurs, c'est pour toute la population. C'est pour toute la population. On va se poser la question très prochainement pour les élections, par exemple. Raphaël Molina, l'interdiction des réseaux sociaux, est-ce que ça pourrait être la prochaine étape où là on est en dehors de la liberté d'expression, donc ce serait impossible? Alors clairement, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi justement sur ce principe-là d'interdire aux moins de 15 ans. Je pense que clairement... Ça c'est en France, oui, mais c'est en France. Sur une échelle plus large? Alors sur une échelle plus large, c'est clair à mon sens qu'on va vers ça, puisque aux États-Unis on voit très clairement que déjà les 13 ans sont une limite qu'il ne faut pas franchir. Et en Europe, c'est clair qu'une majorité numérique va être mise en place à horizon 2-3 ans peut-être, vers 15 ans, à peu près entre 15 et 16 ans. C'est la bonne solution selon vous ou il faudrait... Selon moi, c'est absolument nécessaire de la mettre en place. Et imaginons, on se projette... Dans quelques années, ça pourrait être le cas pour tous les utilisateurs, quel que soit l'âge? Alors non, je ne pense pas qu'on aille jusque-là. C'est pour les mineurs pour l'instant, pour les plus jeunes. Exactement. Merci beaucoup Raphaël Molina d'avoir été l'invité de ce 64 débat. Merci à vous messieurs, Jean-Louis Fourquet et Jean Catan d'avoir également participé à ce débat. Merci à tous les trois.